En octobre 2020, le Sahel a brusquement changé de tempo. En moins de 48 heures, une alliance conduite par Ibrahim Traoré au Burkina Faso a brisé un rapport de force que l'on disait figé depuis un demi-siècle. Pour ceux qui ne voient que des communiqués lointains sur le Sahel, comment comprendre qu'une région décrite comme fragile ait pu imposer seule sa propre cadence stratégique? Et si ce basculement silencieux annonçait une manière totalement nouvelle de parler de souveraineté africaine, au moment précis où ceux qu'on disait d'assister commencent à dicter eux-mêmes les règles du jeu? Cette vidéo ne se contente pas de raconter une victoire militaire spectaculaire, elle décortique ce qu'elle change concrètement pour le Sahel et pour ceux qui l'observent de loin. En suivant pas à pas la manœuvre d'octobre 2025, le spectateur découvre comment une région longtemps décrite comme dépendante a construit, presque en silence, un système de décision et d'action entièrement local. L'enjeu dépasse largement le cas du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Il touche à une question simple mais vertigineuse pour toute l'Afrique, celle de savoir qui définit le tempo lorsqu'une crise éclate. Comprendre pourquoi cette opération a fonctionné avec ses drones conçus sur place, ses réseaux chiffrés et ses ordres donnés depuis Ouagadougou plutôt que depuis des capitales lointaines, c'est aussi mesurer ce que pourrait devenir la souveraineté lorsque les acteurs locaux reprennent la main. Et derrière les chiffres et les cartes, une autre interrogation se dessine déjà. Que se passerait-il si ce modèle sahélien cessait d'être une exception pour devenir un précédent? La clé tient en deux faits simples et pourtant déroutants. En moins de 48 heures, l'Alliance sahélienne a renversé un rapport de force que l'on disait figé, et elle l'a fait sans aucune structure extérieure pour piloter l'opération. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, le Sahel assumait une réponse entièrement autonome, de la détection de la menace jusqu'à la dernière salve d'artillerie. Pour mesurer ce glissement, il faut revenir au jour qui précède l'aube du 2 octobre 2025. Dans les centres de renseignement maliens, les signaux faibles s'accumulent, mouvements de motos, dépôts de carburant qui gonflent, messages codés indiquant la préparation d'une offensive majeure de GNIM. Durant des décennies, de telles alertes auraient déclenché un balai diplomatique et l'attente d'un feu vert venu de l'extérieur. Cette fois, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit ses officiers dans une salle nue et prononce une consigne courte. Nous définirons le champ de bataille. La phrase semble modeste, presque banale, mais elle concentre l'épuisement de villages détruits, de familles déplacées, de plus de 2,5 millions de personnes déracinées qui ne croient plus aux promesses importées. Dans cet espace de lassitude et de dignité blessée, une idée s'impose lentement. La victoire ne viendra plus d'un appui extérieur, elle devra être inventée à partir des ressources intérieures. Au fil des mois précédant l'offensive, les techniciens de Bamako, Niamey et Ouagadougou bâtissent des réseaux chiffrés locaux, cartographiant leurs propres fréquences critiques, testent des drones conçus sur place, loin des caméras. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme simple maillon, devient le cœur discret de cette coordination qui s'étend sous la surface. Ce travail patient, presque souterrain, transforme progressivement le terrain. L'information cesse d'être un flux vertical venu d'ailleurs pour redevenir un bien commun, partagé entre unités voisines et radios locales. Ainsi, lorsque les écrans affichent enfin la menace imminente, la région n'attend plus d'instructions. Elle dispose déjà d'un langage opérationnel propre, prêt à être mis à l'épreuve. Au cœur de la mécanique qui se construit progressivement dans le Sahel, un fil conducteur apparaît, la cohérence humaine avant la prouesse technique. Les ingénieurs de Bamako et de Niamey échangent des schémas griffonnés à même les tables, tandis que les opérateurs burkinabés testent, corrigent, recommencent, jusqu'à ce que chaque maillon parle exactement le même langage opérationnel. Loin des récits héroïsants,
Ce travail minutieux forme un réseau d'habitudes partagées, presque domestiques, qui donne à l'Alliance une homogénéité nouvelle. Dans plusieurs postes frontaliers, les premiers signes du basculement se ressentent avant même l'offensive principale. Des unités autrefois dépendantes de relais extérieurs parviennent à synchroniser des patrouilles en temps réel grâce aux transmissions locales sécurisées. Une section malienne décrit par exemple comment une simple mise à jour de fréquence conçue sur place a réduit d'un tiers le délai de réaction face aux mouvements suspects. Cette réduction paraît marginale, mais elle change la façon dont les soldats interprètent le risque. L'initiative ne se perd plus dans des couches intermédiaires. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage à cette montée en cohérence. Son rôle n'est pas d'imposer des slogans, mais de maintenir la discipline d'un système où chaque décision doit revenir à ceux qui voient et entendent le terrain. Les commandants frontaliers confirment qu'en recentrant la chaîne de commandement autour de leurs expériences, la confiance circule plus rapidement que les ordres eux-mêmes. Ces effets précoces préparent le terrain pour l'accélération d'octobre 2025. Une armature morale et technique se met en place, rendant possible une réponse qui ne cherche plus à imiter des modèles extérieurs, mais à exprimer une logique propre. L'accélération commence avant l'aube du 4 octobre 2025, dans une tente installée près de la frontière nigérienne. Les écrans vacillent, les signatures thermiques se déplacent, les opérateurs n'attendent plus un signal étranger. Ils assemblent leurs propres données, croisent les repères, verrouillent une première estimation de trajectoire ennemie. Tout se resserre, l'air devient dense, la marge d'erreur disparaît. À cet instant précis, l'Alliance choisit sa cadence. À 04h30, l'ordre bref traverse les radios. Nous définissons le champ de bataille. La phrase, simple en apparence, agit comme un déclencheur. Les unités maliennes, nigériennes et burkinabées basculent en mode intégré. Les relais locaux se connectent. Les drones s'élèvent. Les fréquences chiffrées s'ouvrent nettes. Plus aucune voix étrangère n'intervient. La scène appartient désormais entièrement aux forces sahéliennes qui exécutent un plan conçu selon leurs propres priorités. Quiche-roi. Les drones montent sans bruit. Ils glissent au-dessus des dunes, portés par des ingénieurs qui n'ont jamais quitté leur sol. Les signatures thermiques apparaissent sur les écrans comme des taches mobiles, froides et précises. Les opérateurs identifient les motos ennemies, les dépôts de carburant, les tentes de commandement. Chaque point s'ajuste. Les images circulent d'un poste à l'autre. Les batteries et burkinabés se préparent. L'instant se resserre encore. L'Alliance avance vers son premier sommet opérationnel. À 05 H0, les SR5 rugissent. 3 salves, brèves, tranchantes. Elles frappent les motos, pulvérisent les dépôts, perçant les structures. Les éclats se dispersent. Le sol tremble. Les opérateurs confirment les impacts. Aucun délai, aucun filtre. Les unités nigériennes avancent aussitôt, profitant de l'ouverture. Elles sécurisent un couloir trop étroit pour permettre une contre-attaque ennemie. Les drones maliennes replient légèrement leur altitude et guident les mouvements. La mécanique atteint le point où la coordination remplace l'improvisation. C'est la partie la plus vive du haut de la courbe. Cao-Trao. La pression se propage ensuite vers l'ouest et le nord. Les groupes armés perdent leur relais. Les communications ennemies deviennent chaotiques. Les signaux se brouillent. L'Alliance resserre encore la nasse. Les images arrivent toutes les quelques minutes. Les opérateurs réajustent. Les unités burkinabées progressent de dune en dune. Chaque mouvement s'appuie sur une donnée locale, non sur un modèle importé. La logique de l'opération devient visible, une succession de décisions rapides, ancrées dans un terrain connu. Vers midi, la colonne principale adverse est aveugle, coupée, désorientée. Elle tente une percée tardive. Les drones reviennent. Ils verrouillent les positions restantes.
Les tirs ciblés referment l'espace. Les groupes isolés se dispersent. Les villages frontaliers observent. La peur change de camp. Une rumeur circule. La terre elle-même se bat. Elle ne décrit pas l'intensité des tirs, mais la sensation nouvelle qu'un territoire longtemps dépendant agit pour lui-même. L'opération s'achève dans un silence lourd. À Tindiban, les soldats burkinabés contemplent les ruines calcinées. Pas de célébration, une mesure froide, une compréhension nouvelle. La victoire n'est plus un spectacle, mais une compétence. Ibrahim Traoré devient alors le garant discret d'une cohérence qui consolide la dynamique régionale. Duchin. La rupture la plus frappante de l'offensive d'octobre 2025 se lie dans la compression du temps opérationnel. Pendant des années, la baseline était connue. Plusieurs semaines s'écoulaient entre l'identification d'une menace et une riposte coordonnée dans le Sahel. Ce délai pesait sur les unités locales, ajoutait des couches d'interprétation externe, diluait la responsabilité et affaiblissait la cohérence tactique. La delta, elle, apparaît soudainement quand l'Alliance réduit ce laps à 72 heures, révélant une capacité de réaction que peu de centres d'analyse jugeaient impossible. Cette contraction du temps montre comment la décision revient aux acteurs locaux. Le premier chiffre qui s'impose est celui des 120 positions ennemies neutralisées, non pas par une intensité destructrice accrue, mais par une synchronisation méticuleuse entre drones maliens, batteries burkinabées et unités nigériennes. Derrière ce nombre, les analystes sahéliens soulignent surtout l'exactitude des séquences plutôt que la brutalité des frappes. Ce total reflète la précision collective d'un protocole sahélien désormais intégré. Le deuxième indicateur est un point rarement mis en avant dans les récits extérieurs. Moins de 3% de pertes civiles au cœur d'une opération d'une telle ampleur. Ce pourcentage, inhabituellement bas pour une offensive régionale, contrarie les diagnostics affirmant que l'autonomie militaire sahélienne mènerait mécaniquement au chaos opératoire. Les équipes techniques insistent au contraire sur les couloirs sécurisés, les frappes calibrées et la circulation rapide des images locales. Ce seuil réduit montre un contrôle attentif des effets secondaires des frappes. Le troisième chiffre éclaire l'échelle du basculement. 600 km traités en 2 jours, dont plusieurs zones frontalières quadrillées par les drones conçus à Bamako ou Niamey. Ce volume d'espace maîtrisé sans appui extérieur constitue un précédent stratégique. Il fait apparaître une alliance capable de produire ses propres cartes dynamiques, de suivre l'évolution du terrain à intervalles réguliers et d'ajuster immédiatement les trajectoires. Cette surface témoigne d'une coordination régionale capable de maintenir un rythme élevé. À Ouagadougou et Bamako, les ingénieurs qui suivent ces chiffres, le NCMEI, ne les décrivent pas comme des exploits isolés, mais comme les résultats logiques d'une autonomie cognitive retrouvée. Ils conçoivent les outils, interprètent les signaux, ajustent les fréquences et observent en temps réel la pertinence de leurs décisions. La boucle décisionnelle se referme localement, sans intermédiaire étranger pour trancher ou valider. Le Sahel cesse de dépendre d'architectures importées et teste ses propres standards. Les données deviennent un langage partagé, non un instrument extérieur. Dans les postes opérationnels, cette mutation transforme la relation au risque. Les opérateurs voient immédiatement l'effet de leur choix et les ajustements deviennent plus rapides, plus naturels. Les soldats constatent que leurs outils produisent des résultats comparables à ceux de puissances extérieures, ce qui modifie profondément leur manière d'interpréter le danger. La confiance remonte, la chaîne d'action se resserre, et l'Alliance se découvre capable d'imposer sa propre logique sans attendre la traduction d'un modèle étranger. C'est dans cette cohérence nouvelle qu'intervient le rôle d'Ibrahim Traoré.
non comme un chef charismatique, mais comme le gardien silencieux d'un système où la maîtrise technique et la responsabilité locale constituent la véritable base de la souveraineté. Les chiffres, loin d'être des slogans, éclairent la structure d'un mode opératoire qui transforme la région. Une alliance capable de définir seule ses données, ses outils et son rythme. L'offensive d'octobre 2025 a rapidement suscité deux lectures diamétralement opposées, chacune s'appuyant sur des inquiétudes légitimes. La première soutient que la stratégie adoptée par l'Alliance des États du Sahel marque une prise de risque excessive. Selon cette perspective, la démonstration de force menée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourrait ouvrir la voie à une militarisation croissante de la politique. Les critiques évoquent le danger d'une verticalisation du pouvoir, d'une dépendance accrue aux structures sécuritaires et d'un isolement international potentiel. Ils ajoutent que l'autonomie militaire pourrait conduire certaines nations sahéliennes à se couper de partenaires essentiels, aggravant les tensions internes ou provoquant des sanctions extérieures difficiles à absorber. La seconde critique, plus nuancée, affirme que la victoire éclair pourrait n'être qu'une parenthèse. Dans cette lecture, l'Alliance aurait bénéficié d'une conjoncture favorable et d'une coordination exceptionnelle difficile à reproduire durablement. Certains analystes craignent qu'un succès rapide ne crée des attentes irréalistes, accentuant les divisions idéologiques entre les partisans d'une souveraineté intégrale et ceux qui redoutent les dérives autoritaires. Ils craignent également qu'une unité fondée sur une urgence opérationnelle peine à se maintenir une fois l'adrénaline de la bataille retombée. La réponse à ces deux critiques se trouve pourtant dans les éléments observables sur le terrain et non dans les projections. Les drones construits à Niamey, les réseaux chiffrés conçus à Bamako et la synchronisation fine entre unités montrent une autonomie qui n'est ni improvisée ni fragile. Les pertes civiles inférieures à 3% contredisent l'idée d'une dérive incontrôlée, tandis que la maîtrise de 600 km en 48 heures indique une capacité à articuler précision et responsabilité. Ces résultats ne traduisent ni témérité ni hasard, mais un modèle opéré localement, testé sans supervision extérieure et validé par une coopération régionale fluide. Dans cette architecture nouvelle, Ibrahim Traoré incarne surtout une constance, la volonté de replacer la décision au plus près du terrain. Le Stillman ne nie pas la possibilité de tensions futures, mais il souligne que les données de 2025 décrivent moins un état passager qu'un socle méthodique capable d'évoluer. Une bascule silencieuse survient. Elle apparaît au moment précis où les unités sahéliennes constatent que leurs outils fonctionnent non seulement à petite échelle, mais aussi dans la complexité mouvante des zones frontalières. Cette prise de conscience transforme la logique même de l'opération. Ce n'est plus une simple coordination technique, mais une affirmation de souveraineté en temps réel. Dans plusieurs villages proches de la ligne de contact, les habitants se tournent soudain vers les radios locales plutôt que vers les bulletins étrangers. Le geste semble anodin, pourtant il marque une rupture symbolique. La voix régionale redevient la source légitime d'information. Les récits se propagent rapidement, confirmant que l'Alliance n'attend plus de validation extérieure pour analyser, décider et agir. Au sein des postes de commandement, cette mutation psychologique est tout aussi décisive. Les soldats comprennent qu'ils exécutent une méthode qu'ils ont eux-mêmes façonnée, et non un schéma importé. La relation au risque se modifie. L'initiative cesse d'être perçue comme un pari et devient une compétence assumée.
Dans cette atmosphère nouvelle, Ibrahim Traoré joue le rôle d'un stabilisateur discret, garantissant que cette confiance naissante ne se disperse pas, mais qu'elle structure la suite des opérations. Les effets de la victoire d'octobre 2025 ne se manifestent pas seulement sur le champ de bataille. Ils se déploient au sein des 4 groupes qui structurent la vie sahélienne. Chaque groupe absorbe le basculement à sa manière, révélant un impact plus profond que celui d'une opération armée bien exécutée. Ce sont ces strates multiples qui donnent à l'événement sa portée durable. Pour aborder la question des nations, pour les États membres de l'Alliance, Burkina Faso, Mali, Niger, l'impact immédiat réside dans la réorganisation de leur position diplomatique. Les capitales constatent que la démonstration d'autonomie a inversé un rapport de dépendance jusque-là considéré comme structurel. Les diplomates africains reviennent occuper l'espace politique porté par un récit où la décision locale retrouve sa légitimité. Les gouvernements découvrent qu'en assumant une action commune, ils peuvent redéfinir les termes de leurs relations internationales, non en rupture, mais en recentrage stratégique. Cette bascule offre une marge de manœuvre nouvelle pour négocier, tout en réaffirmant la coopération régionale comme premier cadre d'action. Pour évoquer les déplacements, dans les zones autrefois marquées par l'insécurité chronique, plus de 2,5 millions de déplacés entament un mouvement de retour progressif. Les routes redeviennent praticables et les communautés observent un apaisement des menaces qui interrompaient la vie quotidienne. Les villages, auparavant encerclés par l'incertitude, voient réapparaître les familles, les commerçants, les enseignants. Cette dynamique ne résout pas tous les défis logistiques, mais elle restaure un sentiment d'habiter un territoire que l'on n'a plus besoin de fuir. La reconstruction s'esquisse d'abord par de petits gestes: rouvrir une école improvisée, réparer un point d'eau, reprendre une parcelle agricole. Pour traiter des identités collectives, l'identification collective évolue profondément. Les citoyens burkinabés, maliens et nigériens n'observent plus leur sécurité à travers des discours importés, mais à travers une réussite qu'ils associent à leur propre méthode. Les symboles nationaux reprennent de la valeur, non par exaltation, mais par incarnation d'une cohésion retrouvée. Les PA, les drapeaux déployés dans les marchés ou les petites gares rurales ne traduisent pas un nationalisme abrupt, mais une forme de dignité reconstruite. Les populations voient dans l'alliance non un appareil militaire, mais un projet de responsabilité partagée. Cette perception structure une nouvelle génération de confiance institutionnelle. S'agissant des communautés villageoises, au niveau local, l'impact touche à la fois la mémoire, la fierté et le quotidien. Les radios communautaires deviennent les vecteurs essentiels d'un récit où les habitants se reconnaissent, valorisant les jeunes ingénieurs qui ont conçu les drones ou les équipes locales qui ont restauré les réseaux chiffrés. Les villages, longtemps dépendants de relais extérieurs, redécouvrent une autonomie culturelle. Raconter leurs propres exploits, décrire leurs propres efforts agricoles, organiser leurs propres plans de reprise. Une forme de solidarité renouvelée se met en place, comme si le territoire retrouvait sa voix intérieure après des décennies de bruits importés. Dans cet ensemble en recomposition, Ibrahim Traoré devient moins un leader militaire qu'un symbole d'un modèle où la souveraineté se déploie d'abord dans les gestes du quotidien. Les mois qui suivent la victoire d'octobre 2025 ouvrent un espace d'incertitude maîtrisé pour le Sahel. Les structures nées de l'offensive doivent maintenant prouver qu'elles peuvent s'inscrire dans la durée, au-delà de l'urgence qui les a fait naître. 3 trajectoires se dessinent, chacune porteuse de risques et d'opportunités. Elles n'excluent pas les nuances, mais elles permettent de comprendre les lignes de force qui guideront la région.
En ce qui concerne le scénario de base, dans cette projection, les trois États de l'Alliance poursuivent la stabilisation initiée par leur coordination militaire. Les institutions naissantes chargées de la gestion des crises prennent forme, structurées autour de procédures communes déjà testées en 2025. Les gouvernements se concentrent sur l'autosuffisance en ressources essentielles, cherchant à réduire la vulnérabilité extérieure sans rompre les échanges. Le progrès est réel mais lent, marqué par la nécessité de gérer la fatigue post-offensive et de reconstruire les zones rurales fragilisées. La continuité repose sur la discipline interne et sur la capacité à maintenir un rythme constant malgré les tensions héritées du passé. Pour envisager une trajectoire optimiste, ici, la réussite sahélienne inspire d'autres pays africains. La coopération sud-sud s'intensifie, notamment dans les technologies locales, la cybersécurité et la logistique militaire. Les sanctions internationales s'allègent progressivement, encouragées par la stabilité retrouvée et par la capacité de l'Alliance à négocier de nouveaux accords sur ses propres termes. Le Sahel devient une plateforme stratégique, un pôle de référence pour les nations cherchant à développer des modèles autonomes. Les gains économiques s'ajoutent aux avancées sécuritaires, créant un effet domino régional fondé sur la confiance et la mutualisation des compétences. Pour décrire une trajectoire plus pessimiste, dans cette hypothèse, des divergences idéologiques ou politiques fissurent l'unité qui a permis la victoire. Des campagnes de désinformation alimentées depuis l'extérieur exploitent les fractures internes, encourageant la suspicion et la compétition entre les États. L'alliance s'essouffle, laissant place à des décisions isolées et difficilement compatibles. L'isolement diplomatique s'accroît, réduisant la capacité d'investissement et compromettant les progrès techniques réalisés en 2025. Le risque principal n'est pas l'effondrement, mais la stagnation durable. En guise de recommandation générale, entre ces trajectoires, la clé réside moins dans la prévision que dans la cohésion. Une région capable de maintenir un cadre commun, même minimal, préservera ses marges d'action. Penser le Sahel des prochains mois, c'est d'abord envisager comment protéger l'unité qui a rendu possible la bascule de 2025. Pour ceux qui observent la transformation du Sahel depuis l'extérieur, l'enjeu dépasse largement une opération militaire réussie. Ce qui se joue en 2025 parle aussi à trois catégories de spectateurs, chacune porteuse de ses doutes, de ses attentes et de ses questions sur le rôle des nations face à la dépendance. Pour ce premier groupe d'observateurs, ceux qui voient surtout l'impuissance héritée. Pour ces spectateurs, habitués à considérer les régions fragilisées comme des espaces condamnés à l'assistance, l'offensive sahélienne agit comme un choc conceptuel. Elle montre qu'un territoire longtemps dépeint comme dépendant peut reconstruire une cohérence locale et s'appuyer sur sa propre ingénierie. La question n'est plus de savoir si une souveraineté est possible, mais pourquoi elle avait été considérée comme inaccessible. Cette rupture oblige à réévaluer la manière dont on perçoit les dynamiques africaines. Pour le deuxième groupe, ceux qui réfléchissent aux partenariats internationaux. Ici, la leçon concerne la redéfinition des rôles. La région prouve qu'un appui extérieur n'est ni inutile ni absolu, mais qu'il ne peut fonctionner que si les acteurs locaux en définissent eux-mêmes les termes. Pour les diplomates, investisseurs ou organisations régionales, la victoire sahélienne devient un cas d'école. Une coopération efficace commence lorsque les priorités, les outils et les responsabilités sont élaborés à partir du terrain plutôt qu'importés. Pour le troisième groupe, ceux qui pensent en termes de modèle et de trajectoire. Ces spectateurs y voient l'esquisse d'un paradigme plus large, celui d'une autonomie progressive qui ne rejette pas le monde extérieur, mais qui cesse d'en dépendre systématiquement. Le Sahel rappelle qu'un modèle durable ne naît pas d'une décision unique, mais d'une série de choix assumés, portés par des communautés qui se reconnaissent dans leurs propres méthodes.
Pour tous ces regards, la transformation sahélienne fonctionne comme un miroir. Elle interroge la façon dont chacun définit le pouvoir, la responsabilité et la possibilité de changer le cours d'un territoire. Transformer la victoire d'octobre 2025 en socle durable nécessite une méthode claire, articulée en étapes capables de résister au temps. La région ne peut dépendre uniquement de l'élan initial. Elle doit convertir la cohérence tactique en structure institutionnelle. Voici une feuille de route en 5 volets, chacun fondé sur les dynamiques déjà observées dans l'Alliance sahélienne, pour renforcer la capacité de défense locale. Les académies communes du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent standardiser leurs programmes de formation. Les officiers en deviennent les acteurs centraux, capables de planifier et de déployer des forces en moins de 72 heures. Le succès se mesure par la rapidité des mobilisations et par l'intégration des protocoles partagés. Pour stabiliser l'économie des zones reconquises. Les territoires anciennement exposés doivent être convertis en espaces productifs, soutenus par l'agriculture locale et par une industrie légère adaptée au Sahel. Les administrations régionales évaluent les progrès via les taux de reprise des cultures et la réduction des dépendances importées pour développer les technologies souveraines. Les centres techniques de Bamako, Niamey et Ouagadougou poursuivent la conception de drones, de réseaux chiffrés et d'outils de cartographie dynamique. Chaque nouvelle technologie doit être mesurée selon son taux de déploiement effectif et sa fiabilité en opération. L'objectif est de consolider l'autonomie cognitive initiée en 2025 pour réparer les liens communautaires. Les échanges civils et culturels entre villages frontaliers réduisent les tensions héritées de la guerre. Les autorités locales comptabilisent les projets communautaires et évaluent leur impact sur le sentiment d'appartenance. Pour instituer un conseil permanent de l'Alliance. Cette instance régionale, appuyée discrètement par Ibrahim Traoré, coordonne la gestion des crises et établit un protocole diplomatique sahélien. Son efficacité se juge à sa capacité à prévenir les divergences internes. En réunissant ces étapes, la région consolide non seulement sa sécurité, mais aussi sa souveraineté opérationnelle. Lorsque l'on revient à la salle presque vide de Ouagadougou, celle où quelques officiers partageaient des cartes froissées et des certitudes fragiles, on comprend que la transformation du Sahel n'a jamais commencé par les drones, les réseaux chiffrés ou les statistiques. Elle a commencé par une idée simple, que la cohérence humaine précède toujours la force technique. Ce motif, discret dans les premiers jours, réapparaît dans chaque étape du renversement de 2025, comme un fil reliant les unités frontalières aux villages qui redécouvrent leur propre voix. Les jeunes ingénieurs qui ont bâti les outils locaux, les soldats qui ont avancé sans attente extérieure, les communautés qui ont repris leurs récits, tous ont prolongé ce geste initial posé dans la salle nue. Rien de spectaculaire, rien d'ostentatoire, juste une certitude patiente, construite mot après mot, choix après choix. La souveraineté commence dans un geste simple. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme un témoin insistant, celui qui rappelle que la responsabilité peut redevenir une matière partagée. Et si le Sahel avance aujourd'hui autrement, c'est parce qu'il a retrouvé ce lieu d'où naissent les décisions qui comptent. La transformation sahélienne de 2025 ne laisse pas seulement derrière elle des zones sécurisées et des réseaux modernisés. Elle rappelle aussi qu'un territoire peut redéfinir son rapport au monde lorsqu'il retrouve la maîtrise de ses propres récits. Dans les villages comme dans les capitales, cette mutation se traduit par une manière nouvelle de regarder l'avenir, moins comme une succession d'obstacles imposés, davantage comme un espace où chaque décision retrouve son poids.
Pour les observateurs extérieurs, cette évolution est l'occasion rare de dépasser les cadres habituels et d'écouter une région qui parle désormais avec sa propre voix. S'intéresser au Sahel, aujourd'hui, ce n'est pas décrire une exception, mais reconnaître une dynamique qui peut inspirer d'autres territoires en quête de cohérence et de responsabilité. Si vous souhaitez comprendre comment ces choix se déploient, comment les communautés s'adaptent et comment les trajectoires régionales évoluent, l'espace de discussion reste ouvert ici. Quelle forme d'indépendance, selon vous, devrait guider les régions qui cherchent à se réinventer?